Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'avenir politique du Cameroun se joue sur le théâtre de la crise anglophone. Après 3 ans de guerre et de désastres humanitaires, le professeur Maurice Kamto dénonce l'incompétence et le manque de volonté du gouvernement à trouver des solutions politiques à ce conflit armé qui oppose des groupes séparatistes aux forces de sécurité et de défense. Le président national du MRC s'est positionné comme l'homme de la situation, disposant d'un plan de paix et d'un plan d'urgence pour la reconstruction des régions anglophones. En réaction à cette vague déferlante de critiques sur la gestion anglophone, le gouvernement s'est rendu en Suisse, précisément à Genève, afin de se défendre contre les accusations de violation des droits de l'homme et des exactions commises sur les populations civiles en Garbou, dans le Ndongamantoum, région du Nord-Ouest. Le bilan officiel du gouvernement, à savoir 100 civils tués lors d'un présumé incident malheureux, a été présenté lors de la 43e session du Haut Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Que valent ces arguments de défense du gouvernement devant les révélations de Human Rights Watch concernant les circonstances de la tragédie survenue en Garbou? C'est le dossier du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À peine arrivé au Cameroun, le professeur Maurice Kamto a mobilisé plusieurs milliers de Camerounais dans les artères de la ville de Douala, devant notamment le siège du MRC dans la capitale économique du Cameroun. Le président national du MRC n'a pas manqué de tirer à boulet rouge sur le gouvernement, regrettant le fait qu'il n'y ait pas eu une journée de deuil national en la mémoire des victimes de ces affres de la guerre contre les séparatistes dans le village de Ngarbou, situé dans le Ndongamantoum, région du Nord-Ouest. Devant plusieurs milliers de Camerounais mobilisés à Douala, le président national du MRC a évoqué l'incompétence du gouvernement à résoudre cette crise. Il s'est positionné comme l'homme de la situation, disposant d'un plan d'urgence pour le développement et la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, accusé d'être allé chercher des soutiens à l'étranger pour déstabiliser le Cameroun. Il n'a pas manqué de dénoncer le manque d'arguments d'un pouvoir en panne d'idées pour le développement du pays. Des précisions dans ce reportage que signe Mitterrand Dame et Kediara. C'est une grosse mobilisation qui s'est déroulée au lieu dit Grand Moulin, dans la ville de Douala. De nombreux citoyens, militants, sympathisants du MRC ou simples curieux se sont massés au bas de l'immeuble siège du parti, scandant des chants et le nom du leader politique qu'ils sont venus accueillir à son retour des États-Unis. Si son arrivée était annoncée pour 9 h, le professeur Maurice Kamto ne va faire son entrée magistrale que sous le coup des 11 h. Mais durant l'attente, la foule, loin de s'ennuyer, va continuer de grossir sous l'œil vigilant de la police et de la gendarmerie qui, plutôt que de réprimer ce qui a finalement pris des allures d'un meeting, va déjouer les pronostics et encadrer la manifestation, évitant par là même tout débordement. Alors que les militants scandent le nom de leur champion, une dame vêtue d'une robe aux couleurs du RDPC va passer par là, à dos de moto. La foule s'embrase, mais respectueux de son choix politique, les responsables du parti vont la protéger, lui permettant alors de quitter les lieux en toute sécurité. La démocratie demande de respecter les opinions de chacun. Respecter l'intégrité. Ne la touchez pas. Après près de 3 heures d'attente, Maurice Kamto va marquer son arrivée triomphante sous les cris et les acclamations de ses militants. Ils vont ensemble chanter l'hymne national en français, puis en anglais. Une minute de silence va être décrétée, puis respectée. Ensuite, le professeur Maurice Kamto va s'exprimer sur les massacres de Ngarbou, regrettant la non-organisation d'un deuil national pour les civils tués. Puisque le gouvernement camerounais estime qu'il ne s'y est rien passé, puisque le gouvernement camerounais n'a pas décidé
d'un deuil national, je vous le demande, à chaque famille camerounaise, chez lui, 1 minute de prière ou en tout cas de méditation en famille avec les enfants pour ces enfants de moins de 5 mois pour certains qui sont morts dans la tragédie de Garbou, dans le Nord-Mamantoul, au nord-ouest. Fidèle à lui-même, il va féliciter ses militants pour le boycott massif des municipales et des législatives. 1 an et demi après, j'ai lancé le mot d'ordre du boycott. Et vous l'avez suivi en 77. Ils avaient dit, en usurpant votre victoire, en octobre 2018, qu'ils avaient gagné avec 71%. Vous avez montré que même si vous battez, vous avez porté à 77%. L'homme politique va toutefois appeler la foule à rester mobilisée. Pour que nous ne passions pas par la case de la violence et de la haine et de la guerre. Et je reste dans cette optique. Restez mobilisés. Restez prêts. J'ai dit, si besoin est, je vous appellerai à nouveau pour que nous organisions des marches jusqu'à ce que nous... Pour lui, il est temps que le régime en place, épuisé, puisse donner la possibilité aux autres d'essayer de faire du Cameroun le siège de la réussite. Certains auraient voulu que nous mettions la tête sous le sable. Mais nous sommes un peuple digne et fier. Et nous ne laisserons personne conduire notre pays dans le chaos. Que ceux qui ont déjà tout donné et qui n'ont plus rien à donner, laissent d'autres Camerounais prendre la relève et conduire le pays. Après son adresse à la foule, l'homme politique va se recueillir quelques instants avec les cadres du parti avant de rentrer dans son véhicule, puis quitter les lieux, suivi de plusieurs militants en voiture et à moto. Et c'est sensiblement la même mobilisation qui est observée dans les rues de la cité capitale à Yaoundé, là où Maurice Kamto vient d'arriver à son domicile, accompagné par plusieurs milliers de sympathisants et militants de son parti politique, qui doit s'adresser à cette foule ce soir à son domicile à Yaoundé. L'avenir sociopolitique du Cameroun se joue sur le théâtre de la crise anglophone. La tragédie de Garbou a placé le pays dans le viseur de la communauté internationale. Dans l'historique de cette affaire scandaleuse, la responsable régionale de l'organisation Human Rights Watch, dans un premier temps, a révélé que son organisation a collecté des preuves matérielles, des témoignages accablants et autres images satellitaires qui attestent de graves violations des droits humains lors de ces événements survenus entre le 13, 14 et 15 février 2020. Elle était l'invitée sur le plateau de nos confrères de TV5 Monde la semaine dernière. Je vous propose de l'écouter. Nous montrons comment ce qui s'est passé dans le village de Ngarbou n'a pas été un incident malheureux comme les autorités ont dit, mais un massacre délibéré des civils perpétré par les forces de sécurité camerounaises. Nous sommes en mesure d'apporter des éléments crédibles qui montrent que la version du gouvernement ne résiste pas à l'examen, tant pour ce qui concerne les nombres de victimes que pour ce qui concerne la dynamique de l'incident. Nous avons parlé avec plus de 25 personnes, y compris des témoins oculaires, qui nous ont dit qu'il n'y a pas eu de confrontation entre les séparatistes et l'armée. Il n'y a pas eu d'explosion de conteneurs de carburant comme le gouvernement a dit, engendrant des incendies tuant les civils. Et 3, les tueries étaient délibérées et visaient à punir la population soupçonnée d'abriter des séparatistes dans le village. Et aussi, les témoins nous ont rapporté que les militaires ont procédé à brûler les corps des victimes à l'intérieur de leur maison et nous avons pu localiser les 4 maisons où les civils ont été tués et obtenir des images satellites prises avant et après l'attaque. Et les images post-attaque montrent carrément des dommages qui sont compatibles avec des incendies et compatibles avec la version des témoins.
Lui balaye d'un revers de la main ces allégations prononcées par Human Rights Watch avant la publication de son rapport. Le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, s'est rendu à Genève en Suisse lors de la 43e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Devant cette assemblée, il a déclaré que seuls 5 civils ont été tués durant un incident malheureux survenu lors des accrochages entre forces de sécurité et de défense et les groupes armés séparatistes en Gbagbo, dans le Ndonga-Mantung, dans la région du Nord-Ouest. Le ministre des Relations extérieures a repris les arguments de défense du gouvernement qui jure la main sur le cœur que les soldats n'ont jamais eu l'intention délibérée de commettre des exactions de quelque nature que ce soit. Le ministre des Relations extérieures en a profité pour présenter les actions gouvernementales prises jusqu'ici pour résoudre la crise anglophone dans les régions en guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Évocation avec Warren Zede et Gladys Sidi. Au lendemain des attaques de Gbagbo dans le Ndonga-Mantung, région du Nord-Ouest, les Nations Unies avaient condamné le meurtre des civils et instruit l'ouverture d'une enquête indépendante pour faire la lumière sur ces événements afin que les coupables répondent de leurs actes. Quelques jours plus tard, lors de son intervention à l'ouverture du Conseil des droits de l'homme à Genève, le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, a réaffirmé le bilan de 5 morts qui avait déjà été avancé par l'armée et le gouvernement. Je me sens le devoir à ce stade de revenir sur l'incendie survenu le 14 février 2020 dans la localité de Gbagbo, département de la Ndonga-Mantung, lors d'une opération de sécurisation des forces de défense et qui a malheureusement causé la vie à 4 enfants et une femme. Il a démenti le bilan avancé par plusieurs ONG qui faisaient état d'une 20aine de morts, dont des femmes enceintes. Certains organes ont, sans la moindre investigation, fait allégation de massacre de 22 personnes, y compris des femmes et de 14 enfants, perpétrés par les forces de défense et de sécurité. Ces événements ont retenu l'attention de l'opinion publique nationale et internationale, ainsi que celle des autorités camerounaises qui se sont exprimées amplement à ce sujet. Le ministre des Relations extérieures s'exprimait ainsi à la 43e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 25 février. Et c'est à cette même date que l'ONG de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, a rendu public son rapport sur les tueries de Gbagbo, indiquant qu'une 20aine de civils avaient été tués, parmi lesquels 13 enfants. Et parlant de ce fameux rapport de Human Rights Watch, rapport accablant pour le gouvernement concernant les circonstances du massacre des civils dans les villages de Gbagbo 1, 2 et 3 dans le Ndonga-Mantung, région du Nord-Ouest. Selon des témoignages recueillis par Human Rights Watch, ce n'est pas un accrochage qui a eu lieu entre forces de sécurité et de défense et les groupes armés séparatistes, mais plutôt une mission punitive à l'endroit des populations soupçonnées d'abriter des éventuels séparatistes. Des témoignages qui font état de plusieurs enfants tués à bout portant, des incendies de plusieurs maisons d'habitation. Human Rights Watch déclare détenir des images satellitaires qui témoignent du déplacement des forces de sécurité et de défense et plusieurs autres groupes armés accompagnant certains soldats de l'armée camerounaise. Évocation de ce rapport de Human Rights Watch concernant les circonstances de la tragédie survenue en Gbagbo, c'est avec Jean-Paul Chouniat. Presque une dizaine de jours après les attaques de Gbagbo dans la région du Nord-Ouest Cameroun, l'ONG Human Rights Watch sort son bilan. Il fait état d'au moins 21 civils tués, parmi lesquels 13 enfants et une femme enceinte. Dans ce rapport, l'ONG accuse formellement l'armée d'être l'auteur de ces violences et tueries. Chercheuse senior sur l'Afrique à Human Rights Watch, Ilaria Allegrosi a déclaré que les meurtres des civils ont été commis dans des conditions horribles et pour cela devraient faire l'objet des enquêtes indépendantes et les coupables traduits en justice. Sur la base des témoignages de plus de 25 personnes interrogées, Human Rights Watch avoue détenir la vérité, ainsi que des images satellitaires montrant l'armée et les populations Peul en train d'incendier des maisons, bastonner et exécuter des habitants de Gbagbo en matinée du 13 février et au petit matin du 14.
Un film des horreurs de l'événement, narré par les témoins de l'ONG internationale, qui soutiennent par ailleurs que confrontation il n'y a jamais eu entre l'armée et les séparatistes. Dans leur sortie pour dire leur part de vérité dans cette affaire, le gouvernement camerounais et l'armée ont toujours rejeté ce bilan d'une vingtaine de personnes tuées, évoquant le chiffre de 5 morts dans des confrontations entre les forces de sécurité et les sécessionnistes, et non des attaques ciblées contre des habitants de Ngarbou. Comme le laisse croire l'ONG Human Rights Watch, la guerre sur le nombre exact de victimes et des dégâts perpétrés n'a toujours pas livré son dernier combat entre le régime de Yaoundé, l'Église catholique, la société civile et les organisations non gouvernementales nationales et internationales. Au-delà de la guerre contre les séparatistes dans les régions anglophones, il y a un autre front, c'est celui de l'épidémie de choléra qui a fait un mort à Tiko, dans la région du sud-ouest. 12 autres cas de choléra ont déjà été recensés. Le délégué régional de la santé pour le sud-ouest s'est rendu dans le district de santé où l'épidémie fait rage. Les mesures de prévention contre cette épidémie de choléra et de prise en charge médicale des cas avérés ont été évaluées. Je propose d'écouter le délégué régional de la santé pour le sud-ouest qui revient sur cette épidémie de choléra qui sévit dans cette région, dans cette partie du Cameroun. Et les premiers 3 cas là, nous avons pris des mesures proactives en renforçant la veille et la surveillance et surtout en mettant tout le personnel en éveil pour que qui puisse recevoir tous ces cas là. Dans le cas échéant, nous avons entrepris de monter un centre de traitement du choléra à l'hôpital district de Tiko avec le chef de district de santé et le directeur de l'hôpital d'où nous venons maintenant, et pour renforcer aussi l'activité poste de frontière de Tiko, là où nous sommes maintenant là, pour que tous les passagers qui accostent soit désinfecté. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre, il y a une vague de contestation des élections des maires dans plusieurs municipalités. Première illustration à Bouda, là où des militants à la RDPC contestent le nouveau maire. Pancarte à main, ils ont manifesté devant la maison du parti du RDPC à Bouda, dans le département des Bamboutos. Ils ont revendiqué la reconduction du maire sortant Roger Ngoula, lequel avait déjà jeté l'éponge, dénonçant des manœuvres de la part de certains responsables du RDPC dans ce département situé dans la région de l'Ouest. Le récit des faits avec Raphaël Tchoko et Julienne Berthe-Bissaille. Pancarte en main, ces militants du RDPC revendiquent la reconduction du maire sortant Roger Ngoula à la tête de l'exécutif municipal. Ils voulaient ainsi faire entendre leur voix au cours de la session de plein droit qui se tenait à la maison du parti de Bouda. À l'issue des travaux, le conseiller municipal Wadi est élu nouveau maire de la commune de Bouda avec 28 voix sur 41. Aucune élection n'a jamais été gagnée à l'avance. Ce n'est après cette session de plein droit Wadi peut enfin se savoir maire de la commune de Bouda. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci à mes frères et sœurs municipaux qui ont bien voulu me porter à ce niveau. Président la séance, le préfet des Bamboutos recommande à la nouvelle équipe plus d'ardeur au travail. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans une décentralisation plus avancée. Il y a beaucoup de compétences qui sont aujourd'hui attribuées aux maires. Il faudrait que les maires s'approprient notre esprit, que les maires s'approprient d'autres compétences et que les maires se mettent résolument dans le développement de leur localité. Le nouveau maire Wadi remplace ainsi Roger Ngoula. Il devra désormais veiller à la réalisation des projets sociaux, à l'instar du désordre urbain, l'assainissement de la ville, entre autres. Dans le département de la Sanaga-Maritime, les élections du maire de la ville d'Edéa
se sont déroulées sous haute tension. Il y a certains candidats qui ont même failli casser l'urne qui a été aménagée pour la circonstance. Évocation avec Ekoka Maxime et Isabelle Carole Zepet. Un docteur, supermaire de la ville de Déa, dans la Sanaga maritime. Docteur Lin vient d'être porté à ce poste après le verdict des urnes en sa faveur. C'est une joie, mais une joie de courte durée parce que nous savons que le défi est immense et nous sommes investis par la population pour répondre à tous les problèmes et nous allons nous mettre au travail dès demain. Malgré la présence des autorités administratives et des forces de l'ordre, cette session de plein droit s'est déroulée sur haute tension. Difficile pour les adversaires de ce supermaire d'accepter ces résultats. Les habitants d'Edéa, à peine ont-ils leur supermaire qu'ils émettent déjà leurs vœux. Celui de voir leurs conditions de vie s'améliorer. On en a marre. Nous voulons que les choses... Voilà, qu'il y ait de l'évolution. Oui, que les choses changent. L'Inde, là, il a fait des écoles, il a la pharmacie, et c'est lui qui peut pourvoir à notre développement. Vraiment, je suis fier et je suis ravi. Après ces réjouissances, c'est au pied du mur que le maçon sera jugé. Dans la municipalité de Douala 3e, des échauffourées ont également été enregistrées. C'est l'une des élections de maire et ses adjoints qui a mis le plus l'ombre dans la capitale économique du Cameroun. Des militants RDPC se sont déchirés sur des postes visant à avoir des places ou soit d'adjoints au maire ou de grands conseillers à la mairie de la ville dont l'élection reste encore attendue. Des précisions dans ce reportage de Sylvestre Hippolyte Zangaou et François Dikoumé. La jeunesse nous a fait quoi dans ce pays? La jeunesse nous a fait quoi dans ce pays? Les jeunes nous a fait quoi dans ce pays? L'un d'entre eux vient pourtant d'être élu maire de la commune de Douala 3e. Mais la chute pour ses conseillers municipaux RDPC, ce sont des éclats de voix dus au désaccord entre les jeunes et la vieille garde du parti dans la constitution des listes pour les postes de grands conseillers à la communauté urbaine de Douala. Un consensus est finalement trouvé et les choses reviennent au calme. Il y a eu également des contestations au sein du SDF dans la désignation de son candidat au poste de 6e adjoint au maire de Douala 3e. La désignation d'Achille Azemba par la hiérarchie du parti dans le littoral est rejetée par Justin Youmsi qui sort sa carte devant les conseillers municipaux RDPC, majoritaires au sein du conseil. Je suis victime du fait que le 26 janvier, quand M. Jean Pouchet-Nietzsche marchait sur les abus du SDP, voulait brûler les abus du RDPC, je me suis opposé. M. Azemba qui est venu avec le feu, l'allumette, je me suis opposé farouchement à ça. Aujourd'hui, il se fait ce danger sur moi par rapport à ça. Monsieur le préfet, n'acceptez pas que celui qui vous a insulté, qui a marché sur le président, le président c'est un bien public. Quand quelqu'un qui a profané sa mémoire vient aujourd'hui à l'oreille vous parler, vous ne comprenez pas que le monde est à l'envers. Quand il veut nous crucifier, il vient vers vous. Loin de se laisser déstabiliser, Achille Azemba prend la parole à son tour. J'ai servi cette commune loyalement. Mon parti, et dont le représentant est là, il peut avoir des problèmes personnels, des problèmes d'ego, ça n'a rien à voir. Je crois qu'ici, nous sommes en démocratie et chacun a droit à la parole. Ce n'est pas parce qu'il se lève, il dit qu'on a piétiné les habits du chef de l'État et que je suis venu avec le feu. Mon parti m'a choisi, mais si les conseillers peuvent nous départager, il n'y a pas de problème. En fin de compte, c'est Justin Youmsi qui obtient le poste de 6e adjoint. La commune de Douala 3e sera désormais dirigée par Valentin Epoupa Bissambo, élu maire. Comment le SDF a-t-il obtenu l'annulation partielle des élections législatives dans le nord-ouest et le sud-ouest? Le Conseil constitutionnel a rendu un verdict en faveur de ce parti de l'opposition après une plaidoirie axée sur la situation d'insécurité qui s'aggrave et les violations de nombreuses dispositions légales en matière électorale. Des précisions dans ce reportage que signe Guizogo. Nord-Ouest Region.
11 circonscriptions électorales uniquement dans le nord-ouest et le sud-ouest verront les élections législatives reprises. C'est la décision que vient de rendre le Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux post-électoral des législatives. Pour Maître Mbandam, conseil du SDF, c'est le constat de la situation critique que vit le nord-ouest et le sud-ouest qui est ainsi fait. Ce que vous pouvez prétendre à dire que c'est la joie, ce n'est pas la joie. Parce que ce n'est qu'une manifestation de la réalité que nous vivons dans le nord-ouest. Que de jour au jour, nous pleurons des morts de tous bords. Que ce soit du côté des militaires que des citoyens du nord-ouest. De plus, l'avocat souligne que le Conseil constitutionnel, par cette décision, confirme la vérité du terrain dans ces deux régions. Cet arrêt du Conseil constitutionnel confirme ce que nous avons toujours dit, qu'il va mal dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons prétendu parler d'un statut particulier, mais voici la manifestation. Qu'une élection qui a eu lieu sur toute l'étendue du territoire s'est vue mal entreprise, mal gérée, maladroitement implémentée le code électoral dans des circonstances impossibles. Pour sa part, débouté par le Conseil constitutionnel, le RDPC dit se plier aux règles en matière contentieuse. Nous sommes les ouvriers du droit, les auxiliaires de justice. Dans le cadre d'un procès, vous savez que vous pouvez avoir gain de cause, vous pouvez le perdre également. Dans l'ensemble, je crois que nous avons gagné plus de dossiers que nous n'en avons perdu. C'est vrai qu'à la fin, le dossier le plus chaud peut être considéré comme n'ayant pas été gagné, mais en réalité, ce n'est que partie remise. Rien n'est perdu, rien n'est gagné. C'est donc désormais dans un délai de 20 jours au moins et 40 jours au plus, selon l'article 135 alinéa 2 du Code électoral, que les électeurs de la Main-Choum Nord, de la Main-Choum Sud, du Bouy Ouest, du Bouy Centre et du Bouy Sud, de la Mésam Centre, de la Momo Ouest et de la Mésam Nord dans le Nord-Ouest retourneront aux urnes, imités par ceux du Sud-Ouest uniquement dans le Lébialem. Et parlons à présent de la criminalité dans la ville de Douala, où des cambriolages ont pris de l'ampleur, notamment des véhicules, des particuliers pris pour cible dans la cité capitale. Quel est le mode operandi de ces différents braqueurs et cambrioleurs? La police et la gendarmerie ont mis la main sur des groupes de présumés cambrioleurs et braqueurs spécialisés dans les vols de voitures et autres accessoires de véhicules dans la cité capitale. Innocent Abega et Xavier Foka. Abakar Moussa, membre d'un réseau de voleurs de véhicules, est tombé dans les filets des éléments du groupement territorial de la gendarmerie de Douala. Une opération qui a été menée après plusieurs plaintes de certaines victimes. Ma voiture a été volée vendredi, la nuit de vendredi à vendredi très tôt le matin. Je ne sais pas l'heure, mais j'ai découvert ça à 5h30 du matin. Je suis venu à la gendarmerie, là où j'ai déclaré le vol de ma voiture. J'ai garé mon véhicule à mon domicile lorsque je suis rentré du travail. Il était à 19h. Le lendemain, lorsque je m'apprêtais à aller au boulot, je m'étais déjà apprêté à habiller, j'allais démarrer ma voiture pour me rendre à mon bureau. J'ai constaté que le véhicule avait disparu. Immédiatement, j'ai adressé des plaintes aux services spécialisés, la gendarmerie, la police, ainsi de suite. Les opérations de recherche engagées permettront ainsi de mettre la main sur le principal suspect, le nommé Abakar Moussa, dont l'exploitation permet d'obtenir d'autres informations. Et en continuant à faire des exploitations, nous avons également retrouvé d'autres véhicules. Ça nous a permis quand même de démanteler le réseau. Mais les investigations se poursuivent. Abakar Moussa est un repris de justice qui a plusieurs fois été interpellé pour les mêmes faits. Il a d'ailleurs reconnu cette autre affaire de vol de véhicules. Son complice qu'il a cité serait en Guinée et court toujours. Le grand banditisme qui refait surface à Douala, notamment à Bonabéry, où des bandits se sont introduits dans un domicile et ils ont tabassé à mort le propriétaire de la maison en question. Ils ont emporté d'importantes sommes d'argent et les voisins ont déploré la lenteur dans l'intervention des forces de l'ordre du côté de Bonabéry.
Ce mercredi est un mercredi des cendres, marquant l'entrée dans le carême pour les chrétiens, période de carême, ponctuée par le jeûne, la pénitence et le partage. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, les messes se sont organisées durant toute la journée et un message a été adressé aux chrétiens venus nombreux pour recevoir la cendre sur le front, marquant ainsi leur entrée dans cette période de carême, de pénitence. À cette occasion, l'abbé Anissé Mbungo a demandé aux chrétiens d'avoir une pensée pieuse pour les populations victimes des affres de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un public reportage dans ce journal, Orange Cameroun qui continue à récompenser ses fidèles clients, notamment ceux qui ont pu accéder durant l'année 2019 au programme Orange Fidélité. Ils ont reçu des téléphones portables de la part des responsables d'Orange Cameroun, marquant ainsi de leur fidélité à la compagnie de téléphonie mobile Orange Cameroun numéro 1 au Cameroun. Reportage. Orange Cameroun célèbre ses 20 ans d'existence. Le géant de la téléphonie mobile a choisi à sa manière de communier avec ses millions d'abonnés dans la ville de Bertois, dans la région de l'Est. Une soixantaine de clients et partenaires ont été récompensés pour leur fidélité. Ils ont reçu des smartphones de dernière génération au cours d'une cérémonie organisée dans la ville du Soleil Levant. Orange, dans sa gestion de sa clientèle, a décidé de fêter ses 20 ans avec son aimable clientèle. Alors l'événement de ce jour, c'est la remise des lots aux gagnants qui ont été fidèles pendant ces 20 ans. Beaucoup hésitaient. Nous avons eu la mégarde des arnaqueurs qui nous ont salis. Alors j'ai refait le phoning pour attirer mes clients et pour les mettre en confiance. Dans le message que je lance, tous ceux qui ont reçu un SMS, qui se rapprochent de nous pour avoir la bonne information. Les mécanismes de sélection des gagnants consistaient à un cumul de points via le dièse 200 dièse ou encore en effectuant des transactions Orange Money. Le dièse 200 dièse nous donnait à quoi correspond le nombre de points et au lot que nous avons gagné ou alors au smartphone indiqué. Après avoir effectué les appels, aller à l'internet et avoir les transactions Orange Money, c'est tout cet ensemble qui donnait donc le cumul de points. Et enfin donc, pour récupérer le lot, vous vous dirigez vers nos agences les plus proches de vous. Que nos numéros sont les suivants: 9000, 9000, 9000, 9200, 9000, 9500. Les heureux bénéficiaires saluent cette marque d'affection vis-à-vis de sa clientèle. Ils promettent d'ailleurs de garder la connexion avec le partenaire favori. Je suis très heureux d'avoir reçu mon lot à Orange Money par rapport au jeu Congo qu'ils ont lancé. J'ai atteint le cap de 40 000 points et ça m'a valu le smartphone que vous venez de voir tout à l'heure. Je suis vraiment content de recevoir ce lot venant d'Orange. C'est vraiment une grande surprise pour moi et c'est une première fois. Et vraiment je suis contente. Merci Orange. Je remercie Orange Money avec le téléphone que vous avez me donné. Je vous remercie très bien. Orange Cameroun ambitionne pour les années à venir à perpétuer le partenariat en répondant davantage aux besoins de ses abonnés afin que vive le partenariat. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Après sa tournée européenne et américaine, le professeur Maurice Kamto, noyé dans un océan de militants et sympathisants MRC ce matin à New Delhi. Ils étaient plusieurs milliers de Camerounais rassemblés dans les artères de la ville de Douala. Ils sont venus écouter le leader du MRC s'exprimer sur la campagne de boycott qu'il a menée sur le plan international, également sur la suite de son programme politique. Vous l'avez suivi dans le journal de 20h, répondant à ses détracteurs sur les raisons de sa tournée internationale. Il a fait savoir qu'ils n'ont pas d'arguments fondés, en ce sens que le pouvoir de Yaoundé reste sourd aux propositions de l'opposition, notamment du MRC, pour aller vers un consensus
politique sur les questions les plus urgentes, à savoir la crise anglophone, qui, selon le président du MRC, doit faire l'objet de notre dialogue inclusif avec tous les acteurs parties prenantes à cette crise. Il a également insisté sur la nécessité de réviser le code électoral, d'ouvrir le jeu politique au Cameroun et surtout d'apporter un plan d'urgence pour la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Élection des maires, à Douala 3e, le RDPC et le SDF font du spectacle. Vous avez vu comment certains jeunes militants du parti au pouvoir ont revendiqué des places de grands conseillers à la communauté urbaine, alors que la vieille garde du RDPC, qui depuis rêvait de revenir à la mairie, a voulu tout prendre. Et encore, c'est un militant du SDF qui a surfé sur la fibre politique avec le parti au pouvoir pour battre son propre camarade, désigné pourtant par la hiérarchie du SDF pour être 6e adjoint au maire à Douala 3e. Tenez-vous bien, il a utilisé le fait que le SDF, notamment son leader dans la région du littoral, a marché sur l'effigie de Paul Biya durant son meeting et que lui s'est proposé comme défenseur de l'image du chef de l'État, président du RDPC. Cet argument lui a valu les votes des militants du RDPC durant cette session de plein droit, dans la 3e. Ah, c'est ça qui a fait la différence, Cédric Loufélé. Effectivement, cet argument qu'il a présenté lui a permis d'avoir la sympathie des militants du RDPC qui ont choisi le SDF, qui ont du moins choisi un candidat SDF comme 6e adjoint au maire, celui notamment qui a insisté sur le fait qu'il a défendu l'image du chef de l'État piétiné durant un meeting du parti de l'opposition, le SDF. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h.